Bonjour et bienvenue au pays Parcours d'immigrants, podcast dans lequel je te partage le parcours d'immigrants inspirants, des gens qui ont pris la décision de venir vivre au Canada afin de vivre une nouvelle vie, prendre un nouveau départ, explorer un nouveau pays. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Axel, qui est un très très bon ami à moi. On a des parcours très différents, mais aussi très similaires et qui s'entrecroisent d'ailleurs. Alors, Axel, bienvenue au show. Hey, salut, merci beaucoup. Axel, ce que je propose qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on partage un peu avec nos auditeurs ton parcours. On va parler un peu de comment tu es arrivé ici. Ensuite, comment tu t'es intégré, comment ça s'est passé. C'est quoi un peu ta relation avec d'où tu viens en étant ici? Ok. Bah, écoute, right. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire un peu qui tu es, puis nous parler un peu de ton histoire? Absolument. Bah, je m'appelle Axel Mont-Saint-Jean. Je suis Canadien maintenant. J'ai eu ma citoyenneté il y a peut-être, je sais pas, 6 ou 8 ans, quelque chose comme ça. T'as prêté allégeance à la reine ou au roi? À la reine. Non, c'est quand reine. même pas aussi récent que ça. Okay. Et puis, en fait, je suis arrivé, moi j'ai grandi aux Antilles. Et je suis arrivé en 99, je suis arrivé au Québec en internat. Ouais, je sais. Un vieux de la vieille. Je suis un vieux de la vieille. Les premières générations. Là. Ouais. Et je suis arrivé en 99. J'étais en internat dans les cantons de l'Est. Et en fait, c'est une des bonnes choses qui me soit arrivée d'arriver ici pour un certain nombre de raisons. Et en fait, je suis jamais reparti. Et donc, après, j'imagine qu'on va pouvoir parler de tout ce qui s'est passé entre les deux. Bah oui, quand tu me dis les cantons de l'Est, je réalise que ce que vous devez savoir, c'est qu'Axel et moi, on vient tous les deux de l'immobilier, on parle beaucoup, on a plein de projets qu'on envisage de faire ensemble. Les cantons de l'Est, c'est là où j'investis à Sherbrooke, mais je ne savais pas que tu étais J'étais à Lennoxville. Lennoxville, à côté. Juste à côté de Sherbrooke. À côté de Sherbrooke. En fait, tu as la partie francophone qui est Sherbrooke et la partie anglophone qui est Lennoxville. Puis l'avantage de Lennoxville, c'est que les mecs, ils font la fête comme c'est pas permis. J'ai décidé d'acheter à Sherbrooke et non à Lennoxville parce que j'ai un gars qui m'a dit, quand je faisais ma prospection dans le secteur, il m'a dit, Uriel, chaque fois que je vais faire une réparation dans un bâtiment à Lennoxville, je trouve des pôles de dance, donc des pôles de stripteaseuses dans les appartements. Le plafond est défoncé parce que là-bas, les gars, ils font la fête. Ouais, parce que c'est une petite ville universitaire, donc ça mène une population qui est plus jeune, qui a envie de faire la fête. Okay. Et donc, tu es arrivé à Lennoxville, tu as fait ton internat. J'ai fait mon internat là-bas, j'ai fini en 2002, et puis après ça, je suis parti. Ayant grandi aux Antilles, j'ai toujours fait du bateau. Et après ça, je suis parti pendant 1 an sur un bateau. Et puis rien que ça, c'est une autre conversation. Et voilà. Mais en fait, je suis revenu donc en 2003. Puis j'ai commencé à l'Université Concordia ici à Montréal. Okay. Et j'ai choisi d'aller à l'université en anglais parce que quelque part, je trouvais ça plus facile. Et je sais qu'il y a des gens pour qui... Plus facile? Ouais, plus facile parce que l'anglais... En fait, mes parents se sont séparés. Ma mère est allée habiter aux États-Unis et quand j'ai commencé à aller la voir vers l'âge de 5 ans, 6 ans, j'ai regardé la télé, puis après je suis allé dans des camps d'été. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais de manière assez naturelle et facile. Et j'avais beaucoup plus de mal à l'écrit, mais à l'oral ça allait, puis je comprenais, etc. Et en fait, quand était venu le temps de l'université, en fait, ça m'est même pas croisé l'esprit d'aller dans une autre langue qu'en anglais, parce que j'avais déjà le français, donc je m'étais dit comme ça c'est complémentaire. C'est intéressant parce que les gens pensent que le Québec est purement francophone. C'est vrai, en théorie, mais dans la réalité des faits, l'anglais est une langue qui est quand même très, très utilisée. Bah oui. Le français est incontournable. Moi, pour ma part, je suis francophone, je suis originaire du Bénin, colonie française, donc je parle très bien le français. Mais comme toi, si j'avais eu le choix, j'aurais mis mes enfants uniquement dans des écoles purement anglophones, pour la raison simple que le français, ils vont l'apprendre avec moi à la maison. Et du coup, je voulais vraiment qu'ils aient un peu cette dualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que légalement, puis on va pas entrer dans la politique, mais il y a des lois qui empêchent les francophones d'envoyer leurs enfants dans des écoles anglophones, ce qui est stupide d'après moi. En fait, on nivelle par le bas, c'est pas compliqué. Et c'est quand même intéressant à savoir. Donc, pour ceux qui seraient amenés à venir ici, ils se disent, est-ce que l'anglais est nécessaire? Moi, je dirais que 100% il te faut l'anglais, mais tu peux l'apprendre ici. Ça aide. Mais pour quelqu'un qui veut immigrer, à partir du moment où il a une des deux langues, c'est bien. Si c'est le français, ça donne encore plus d'avantages pour le Québec, c'est sûr. Mais oui, d'avoir une des deux langues, c'est quand même important. OK. Et pourquoi le Canada, ou pourquoi tes parents ont choisi le Canada? C'est qu'en fait, j'avais ma sœur qui était à l'université ici à l'époque. Et puis, nous, aux Antilles, en fait, mon père connaissait des gens qui avaient leur fils ici aussi, en fait, qui était un ami. Et
il en a entendu plein de belles choses, puis il s'est dit, bah ouais, tiens, pourquoi pas le Canada, etc. Puis c'est vrai que, bon, le côté francophone avec la France, ça aide. Et puis, nous, des Antilles, en fait, c'est quand même très facile, c'est relativement bien connecté, puis il y a peu de décalage horaire. Et donc, c'est vrai que c'était une bonne alternative des Antilles de venir ici plutôt que d'aller en Europe comme c'est un peu plus le parcours traditionnel. Et quand tu arrives les premiers mois, comment ça se passe? Est-ce que le froid, est-ce que l'intégration? Parlons un peu de tes premiers pas. J'étais à l'époque dans un milieu qui est quand même assez encadré, c'est-à-dire un internat, donc tu sais toujours ce que tu dois faire à n'importe quelle heure. Mais c'est vrai que le premier hiver, ça a été assez brutal, et je me souviens de gens qui m'avaient dit « Oh, tout ce dont tu as besoin, c'est un bon manteau ». C'est vrai qu'à moitié, parce qu'il te faut aussi tous les accessoires qui vont avec. Les gants, la tuque, les bonnes bottes, etc. Les chaussettes. Mais en fait, j'ai eu la chance de faire un petit peu de sport d'hiver aussi, puis d'un petit peu en profiter. Et c'est vrai que c'est quand même difficile. Et encore maintenant, après 20 ans, c'est vrai que l'hiver est pour moi la partie la plus difficile de la vie ici. Et j'ai appris à beaucoup apprécier le changement de saison. C'est quelque chose qu'aux Antilles, évidemment, on n'a pas. Il fait beau tout le temps. C'est juste qu'il y a 3 degrés de différence entre l'été et l'hiver et encore. Mais c'est qu'ici, il y a vraiment un cycle. Et ça, c'est vraiment super. Et d'essayer de faire les activités qui vont avec. Et puis, tu sais, là, on est à l'automne, on finit on est au milieu de l'automne, d'aller aux pommes avec les enfants. Maintenant, nous, c'est devenu une tradition et c'est quelque chose qui est vachement sympa. C'est quand même intéressant de savoir que tu viens des Antilles françaises, Saint-Barthélemy, qui est quand même un endroit où il fait chaud, il fait beau tout le temps, tu es sur la plage. Comment tu passes de ça, effectivement, derrière au manteau Canada Goose, moins 35 degrés et les bottes Timberland pour tenir dans le froid. Ouais, mais le truc, c'est qu'au début, c'était pour finir le secondaire, donc il n'y avait pas vraiment le choix. Après ça, c'était l'université. Je suis revenu à l'université avec un visa étudiant. J'ai fait mon 4 ans ici. Et en fait, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à m'intégrer. Et quelque part, je me suis un peu posé la question, est-ce que je rentre, etc. Mais j'étais à un point dans ma vie, étant jeune, où j'adore retourner sur l'île, c'est génial, mais c'est extrêmement restreint. Alors oui, il fait beau toute l'année, sauf que tu travailles ou bien dans l'industrie du tourisme ou bien dans l'industrie de la construction. Parce que l'industrie de la construction, en fait, soutient le tourisme. Et quand je dis de la construction, tu sais, ça va du plombier électricien à l'excavation, au pool boy, à tout ce qui va avec. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'intéressait tellement. Alors, je suis retourné pendant beaucoup d'étés et j'ai travaillé dans différents corps de métier en construction et c'était génial et c'est quelque chose qui m'aide maintenant avec l'immobilier. Mais de là, retourner habiter là-bas, à l'époque, en tout cas, en sortant de l'université, j'y étais pas. Je sais pas si c'est une question d'avoir des plus grandes aspirations, c'est juste que le monde est grand, puis de rester sur une île qui fait 24 km², il y a un moment où c'est quand même assez restreint. C'est intéressant parce qu'on a oublié en fait de dire ce que tu fais dans la vie. Ce serait intéressant de dire ce que tu fais dans la vie. C'est vrai, maintenant je suis investisseur immobilier. J'ai été dans le corporate world en gestion de chaîne d'approvisionnement pendant à peu près 6 ans. Et puis après ça, j'ai fait une transition en 1 an ou 2 sur l'investissement immobilier. Puis maintenant, je fais ça à plein temps. Et c'est drôle parce que quand tu étais dans le corporate world, tu es passé par le CN. Et oui, j'ai travaillé. Exactement. On n'était pas là-bas ensemble, je pense, au même moment. Non. Mais après qu'on s'est rencontrés, on a découvert qu'on avait frotté les mêmes couloirs. Exactement. Pris les mêmes ascenseurs. Et pris les mêmes ascenseurs. Donc, investisseur immobilier. Comment avant de tomber dans l'entrepreneuriat que tu vis aujourd'hui à travers l'immobilier, comment ça s'est passé quand tu es sorti de l'université pour entrer dans le monde du travail? Une question qui revient souvent dans les gens qui suivent mon contenu, c'est de savoir c'est quoi la facilité à trouver de l'emploi, comment ça marche le monde de l'emploi, puis après on parlera de l'immobilier et de l'entrepreneuriat, mais si on revient sur le corporate world, c'était quoi toi le cheminement en sortant de l'université? Moi, le cheminement, en fait, j'allais dire, je trouve que ça a été assez facile. Alors après, est-ce que c'est une question de personnalité? Est-ce que c'est une question de l'environnement économique? Parce que c'est vrai que on était quand même dans une période, c'était vers 2008. On était quand même dans on était dans une bonne période, une période d'expansion, pas tellement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais à l'université, j'ai toujours eu des petits boulots. T'as fini en 2008? Ouais, j'ai commencé en 2003, j'ai mis 4 ans et demi. J'ai commencé exactement en même temps. Bah ouais. J'ai commencé à l'université en France en 2003, j'ai fini en 2008, et j'ai commencé à travailler en 2008, en France bien sûr. Et c'était ici. Et en fait, pendant que l'université, j'ai toujours eu des petits boulots, j'ai toujours rencontré du monde, et puis créé un petit peu un réseau. Et en fait, c'est un petit peu
comme ça que j'ai eu mon premier emploi après l'université. Donc moi, j'ai fait mes études en économie et commerce. J'étais persuadé qu'à l'époque, je voulais être banquier. Parce que j'aimais bien l'économie, puis je m'étais dit, ouais, ça va être cool. Puis venant des Antilles, en fait, et puis avant l'université, j'avais été sur un bateau, j'avais des dreadlocks. No way! Ouais, j'avais des dreadlocks jusqu'aux épaules. Excuse-moi, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, Axel, il n'y a pas plus BCBG quand vous le regardez aujourd'hui. Dude, c'est vrai. Le petit col, la petite chemise, le petit pull. Axel, c'est le gendre parfait, beau gosse, cheveux grisonnants. Le gendre parfait. Alors, quand tu me dis que tu avais des locks, man, j'ai beaucoup de mal à te dire, yeah, man. Je te ressortirai une photo de cette époque-là. Et j'en avais un qu'on avait pris, c'était quand j'étais sur le bateau, puis on l'avait recouvert de fil rouge, jaune, vert, noir. Et j'avais un gros coquillage au bout. Je voulais être un pirate. Je suis passé par une période. Wow. Bref, et en fait, quand t'es étudiant en économie, puis que pendant le stage d'été, tu te cherches un internship en banking, tu arrives avec des dreads, ça passe assez mal. Ouais. Disons que ça marche pas, on va dire les choses franchement. On te regarde, puis on te dit OK, on va te rappeler, ouais. Puis on te rappelle pas. Peut-être. Bref, et donc, en fait, c'était les étés où là, je rentrais encore, je travaillais en construction aux Antilles, et j'ai beaucoup appris. Bref, et en fait... Donc, j'ai fait mes 4 ans d'université, puis je m'étais dit, j'aimerais bien peut-être faire une maîtrise et tout ça, mais je suis pas sûr, je sais pas. Déjà, je vais aller travailler. Et en fait, j'ai trouvé un travail en logistique, parce que j'aimais bien la logistique parce que on bouge des vrais trucs. Ouais. Et je trouvais ça très tangible. Et en fait, j'ai commencé un boulot, c'est tellement unsexy comme boulot, mais sur un terminal de containers à Sainte-Catherine, sur la rive sud. Et je devais être là-bas pour 7h le matin. Et j'étais le gars de remplacement pour le Ingate. Donc le Ingate, c'est t'as un grand terminal de containers, t'as des camions qui arrivent, et toi, t'es le gars qui est dans un container surélevé, t'ouvres la fenêtre, puis le gars, il te donne les papiers, puis toi, tu fais les papiers. Alors, est-ce que t'amènes une boîte vide? Est-ce que t'amènes une boîte pleine? Est-ce que t'en ramasses une autre? Est-ce que t'as un numéro de booking, etc. Bref. Et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à apprendre tous les systèmes informatiques, donc celui du Ingate, celui de la comptabilité, celui de la maintenance. Et en fait, assez rapidement, j'étais un peu un des seuls qui connaissait les trois, parce que chacun faisait un peu juste son truc. Et c'était sympa, j'ai travaillé là-bas pendant 1 an. Et en fait, c'est là où l'ironie de l'histoire, c'est que quand je suis arrivé là-bas, mon premier jour, il y avait un gars dans le bureau que je regardais, qui était en fait genre le bureau à côté. Puis je le regardais, puis il me regardait. Puis tu sais, c'était mon premier jour, là, je voulais pas faire de vagues. Puis après, je lui ai quand même dit, mais excuse-moi, t'étais pas à Concordia? Ouais. Qu'est-ce que t'as étudié? L'économie? Ouais. Et en fait, on a réalisé qu'on avait pris les mêmes cours au même moment et on s'était déjà vus. On n'avait jamais vraiment parlé, mais le visage familier. Et c'est là où, c'est pour tous ceux qui écoutent, genre quelquefois on pense que le monde est très grand, mais en même temps il est beaucoup plus petit qu'on ne le pense, et on recroise des gens avec qui on a déjà eu une intersection. Et je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir avec tout ça. Tu voulais parler un peu de ton premier emploi. Ouais, premier emploi. Ouais. Donc j'ai fait 1 an là-bas, et puis après ça, je suis allé leur dire, écoutez, c'est bien, c'est intéressant, bon, c'est un peu limitant, je pense que je peux faire mieux, mais je voudrais retourner à l'école, peut-être l'année prochaine, etc. En gros, genre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu plus intéressant? Puis, un truc en logistique, c'est une industrie qui n'est pas hyper sexy, qui n'a pas des énormes marges, donc ils ne payent pas énormément, et ils ont un peu du mal à retain good people, à garder des bonnes personnes. Et eux, ils m'avaient dit, ouais, toi, on aimerait bien que tu restes, etc. On va voir. Et puis peut-être 1 mois après, ils me sont revenus en disant, écoute, à Vancouver, on aurait besoin de remplacer quelqu'un pendant 6 mois. Oh, wow. Est-ce que ça te dirait d'y aller? Logement payé, nourriture payée, billets d'avion payés. Ça, je l'ai négocié. Mais donc, je leur ai dit, ouais. Parce qu'à l'époque, j'avais juste une valise. Donc, c'est pas grave, tu fais ta valise, puis tu pars. Et donc, à l'époque, j'habitais avec ma sœur. Donc, elle est restée ici à Montréal. Moi, je suis allé là-bas, et donc je leur avais négocié qu'ils me trouvent un logement qui était à 3 blocs du bureau. C'était super sympa. Et puis moi, j'avais retrouvé quelques personnes que je connaissais là-bas. Et surtout, j'arrivais à un poste où genre, ouais, je devais remplacer, mais genre, il n'y avait pas tellement de pression de genre, perform. C'était juste genre, reste comme ça. Puis évidemment, j'en ai fait plus parce que je peux jamais m'empêcher. Et donc c'était 6 mois là-bas. Je savais quand j'arrivais, je savais quand je repartais. Ça a été une très bonne expérience. Et ça aussi, c'est un petit tip pour ceux qui commencent dans leur vie professionnelle. En arrivant là-bas,
j'étais un gars que personne connaissait, qui était récent dans l'entreprise, qui arrivait de Montréal. Et Montréal, c'était le bureau chef. Bureau chef. Et donc, tu sais, les gens te regardent un peu du coin de l'œil, oh là là, machin. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que de manière très naturelle, il y avait là-bas le numéro 2 de l'entreprise. Et peut-être au bout de 3-4 jours d'être arrivé, je suis allé le voir et je suis allé dans son bureau en lui disant, il s'appelle Brent, et je lui ai dit, Brent, combien de fois par jour est-ce que tu manges? Puis il m'a regardé un peu avec des gros yeux, genre de quoi tu parles? Il était là, 3 fois. Je lui ai dit, chouette, écoute, une de ces 3 fois, viens, on ira manger ensemble. Et il m'a regardé, genre, genre soulagé. Ah ouais, ok, c'est bien. Donc la semaine d'après, on est allé luncher ensemble. Il s'est dit déjà, t'es pas un weirdo, t'es pas quelqu'un de bizarre qui veut savoir pourquoi il mange 3 fois dans la journée. mais c'est surtout que ces gens-là, parce qu'il est le numéro 2 ou il est le CEO ou quoi, les gens le regardent, ils sont timides, ils osent pas lui parler et faut juste y aller. Le gars, il va aux toilettes tous les jours comme toi. Puis je vais insister sur ce point parce que j'ai vécu une expérience similaire quand je suis arrivé chez Bell, mon premier emploi ici au Canada. Je viens d'un monde francophone où est-ce que la hiérarchie est quand même très lourde. Ouais. Ça veut dire je travaillais à la Défense à Paris, je pense que mon N plus 5-6, mon plus gros patron, ou le propriétaire de la compagnie qui avait 1000 employés à l'époque, s'appelait Pascal Imbert. Les gens n'osaient pas l'approcher. Ben non. Mais moi, en plus, moi, je devais être le seul blague de la compagnie. Je venais être... je suis sérieux, là. J'étais la première vague de blagues qu'ils ont embauché de la compagnie. Puis moi, j'ai mis un point d'honneur à aller rencontrer ces gens-là, à aller discuter avec eux, à aller serrer des mains. Puis, je peux te puis tu le sais, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, aller au contact des gens, rencontrer les gens, c'est comme ça qu'on se crée des opportunités, aussi bien professionnelles que personnelles. J'aime souvent comparer le fait de dater, de rencontrer des femmes. Si tu parles à une femme par jour, ou à une femme une fois par an, t'as peu de chances de get laid. T'as peu de chances de vraiment te trouver un partenaire. Par contre, si tu te mets un point d'honneur à parler à une femme une fois par jour, je te garantis que tu viens d'augmenter tes chances. Ah, c'est clair. Il faut multiplier ces opportunités. Ça passe par avoir le culot d'aller rencontrer ces gens-là. Et tu l'as dit, le mot-clé, c'est que, excuse mon expression, mais ces gens-là, ils chient comme toi, quoi. Ils sont c'est humains. Exactement. Et je suis content que tu utilises cette expression parce que, du coup, après ça, il y en a qui sont venus me voir en disant « Ah, mais tu connais Brent, vous allez aller luncher ensemble ?» Et ça, je dis « Non, je suis juste allé lui proposer. Il était dans son bureau. Je lui ai proposé qu'on déjeune ensemble. » Enfin, pour moi, il n'y avait aucune surprise. « Ah, dis donc. Non, mais toi, tu peux faire la même chose. C'est juste que tu l'as pas fait. Donc, prends ton courage à deux mains. » Et c'est important aussi parce que ces gens-là, quand moi j'étais gestionnaire de projet, quand tu gères des projets et que tu fais du name dropping, je parlais avec Brent hier, est-ce que tu pourrais faire ceci? Est-ce que les gens ont entendu? Je parlais avec, j'étais avec Brent, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu lui as demandé, mais il a entendu j'étais avec Brent. Je te garantis que ça ouvre des portes là. Donc c'est your network is your net worth. Ton réseau, c'est ta richesse. Et les gens que tu connais, pour moi, c'est la clé au Canada. La différence entre le monde anglophone et le monde francophone, c'est exactement ça. C'est qui tu connais. C'est pas tant ce que tu peux faire, c'est pas tant ce que tu as comme diplôme, ça vient après, mais c'est qui tu connais. Ouais. C'est qui tu connais, c'est marrant parce qu'il y en a qui disent qu'est-ce qui est plus important, qui tu connais ou ce que tu sais? Et c'est vrai que c'est vraiment dans qui tu connais parce que tu connais quelqu'un qui sait. Donc à la limite, c'est pas très grave. C'est ça. C'est good. Du coup, tu rentres dans le monde du travail. Ouais, donc là, j'étais dans le monde du travail. 6 mois, ça s'est bien passé. Après ça, je suis donc retourné faire une maîtrise en gestion de chaîne d'approvisionnement parce que j'aimais ça. Ça, je suis parti 1 an, j'ai fait ça en Europe. Et puis après ça, je suis revenu en août suivant. Je me suis mis à chercher du travail et j'ai trouvé en octobre. Et j'ai commencé en manufacturing dans une industrie bien québécoise. La pâte et papier. Ça se passe comment ta recherche d'emploi? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Bien, écoute, c'était en ligne. J'ai envoyé des CV à plein de gens que je connaissais en disant si tu connais quelqu'un ou une entreprise qui cherche, c'est pas toi, est-ce que tu pourrais me prendre? C'est toi, fais-le circuler. Et puis en fait, cet emploi-là, je l'ai trouvé. Quelqu'un m'avait dit tu devrais aller voir, il y a genre une espèce de. Pas une conférence, mais un fair pour les métiers en ingénierie. Moi, je suis absolument pas ingénieur. Je me suis dit, je vais y aller quand même. J'y suis allé, puis j'ai trouvé là. Puis après, ça s'est passé en genre 2 semaines, 2-3 semaines. Parce que c'est ça qui est bien. Et pour des gens qui sont à l'étranger, il faut qu'ils comprennent quelque chose. C'est que le marché de l'emploi au Canada, en tout cas au Québec, il est quand même, moi je le trouve super fluide. Très fluide. Super rapide. Alors oui, pour des Européens qui entendent ça, tu peux te faire virer en 2 semaines, t'es dehors. Mais tu peux aussi te faire engager en 3 jours. Man, c'est tellement bon ce que tu me dis là, man. Et ça, moi, quand il y a des Français qui me disent « Ouais, mais tu sais, ici, nous, c'est 3 mois et tout. » T'imagines, quand tu donnes ta démission, tu dois rester 3 mois.
Non mais t'es tellement pas motivé, au bout d'une semaine, t'as déjà qu'une envie, c'est de partir. Ce que vous devez savoir, c'est qu'Axel et moi, c'est la première fois qu'on a cette conversation par rapport à l'emploi, parce qu'on est plus dans l'entrepreneuriat. Et la phrase que tu viens de dire, c'est la même phrase que je disais à tout le monde quand je venais d'arriver ici, en leur disant, c'est hyper liquide, hyper fluide. Oui, tu peux te faire virer du jour au lendemain, mais tout ce que tu as à faire, c'est traverser la rue et commencer à travailler dans le bureau d'en face. Le lundi suivant. C'est ça la réalité du marché ici. Donc, et tu vois, je trouve que c'est plus sain. Parce que si à un moment tu n'es pas confortable là où tu es, ça n'a aucun sens de vouloir rester à tout prix. La raison pour laquelle les gens ne partent pas, par exemple, de leur emploi en France, c'est parce que je connais des gens qui ont peur de ne pas retrouver. Ils ont travaillé à la Banque Postale toute leur vie. Ils ont connu que ça. C'est la seule chose qu'ils ont connue. Puis à un moment, ils étaient dépassés, ils n'ont pas progressé. On va en parler tout à l'heure de la formation continue. Et la conséquence, c'est qu'on les a mis au placard. Tu entends l'expression, il a été mis au placard. C'est exactement ça. Si on te met au placard, sors du placard. Va dans une autre chambre, va dans une autre pièce. Il y a tellement de gens qui ont peur de le faire, qui n'y arrivent pas, puis après ils doutent, et puis après ils restent par confort. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ça fait peur de changer d'emploi. Nous, on peut se le permettre, et on l'a fait quand on était plus jeune, peut-être avec moins de responsabilités, on n'a pas une famille à nourrir, on n'a pas tout ça. Maintenant, les choses ont changé, puis c'est quelque chose qui nous met de la pression. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup plus évoluer dans ce marché où en fait on se dit, tout est possible. Et ici, c'est vrai que peut-être que au niveau salaire, moi, j'ai jamais travaillé en France, donc je peux pas comparer. Mais de ce que j'en ai compris, c'est que quelquefois, les salaires d'entrée ici sont peut-être sont similaires ou un petit peu plus bas, mais qu'après ici, on monte beaucoup plus rapidement. Et que c'est beaucoup moins basé sur de quelle école t'as fait. Oh man. Moi, ça, c'est un truc. Est-ce que tu as fait X? Est-ce que tu as fait Polytechnique? Est-ce que tu as fait Minépon? Nobody fucking cares. Non, et puis c'est ça. Alors oui, là, on est en train de comparer peut-être avec la France, qui a un système qui est extrêmement rigide et codifié, auquel j'imagine que ni l'un ni l'autre, on a vraiment bien... voilà, c'est pas pour nous. Et ici, c'est plus sur la méritocratie. Et si tu travailles fort et que tu y arrives et que tu es bon et que tu livres, tu vas monter. Après ça, c'est vrai qu'il y a certains emplois où ils aiment que tu aies une certaine qualification académique, et c'est tout à fait normal. Mais il y a des gens qui ont des postes assez conséquents, qui ont peu d'éducation, mais c'est des machines de travail. Et les qualifications académiques, exactement comme tu viens de le dire, tu peux aller les chercher en cours de chemin. J'ai rapidement abordé le sujet de la formation continue. Je connais très peu de gens dans le monde du travail ici qui stagnent professionnellement ou d'un point de vue éducation. Ils sont constamment en train de se former, constamment en train d'aller chercher des certifications, constamment en train d'aller chercher de nouveaux skills, parce que c'est comme ça que tu progresses. Et ce que je dis là, c'est vraiment important parce que ça s'applique aussi bien à la vie d'employé qu'à la vie d'entrepreneur. C'est vrai. Si ta capacité à générer du revenu est basée finalement sur les connaissances, les compétences et les gens que tu connais. Donc, si tu es constamment en train d'augmenter la valeur que tu peux livrer sur le marché, tu vas augmenter tes revenus. Et ça passe soit par une retransformation, une reconversion, ou tout simplement une progression en allant chercher de nouvelles compétences ou de nouvelles aptitudes. Et tu touches un excellent point, c'est qu'en disant, au fur et à mesure, les gens vont chercher de la formation et font de la formation continue. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher de la formation à un moment où ils sont un petit peu plus évolués dans leur carrière plus professionnelle pour des besoins et des connaissances beaucoup plus spécifiques dont ils ont besoin. Alors que, une fois de plus, je vais comparer avec la France, j'ai l'impression que les gens vont beaucoup plus loin à l'école dès le début sans vraiment savoir ce qu'ils veulent faire. Pour après se dire, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, mais t'as déjà fait 5 ans d'études dans le domaine. Bon, voilà. Alors qu'ici, peut-être qu'on en fait un petit peu moins, on travaille un petit peu plus au début, et après, on voit la direction dans laquelle on veut aller pour vraiment aller, customiser, pour vraiment aller chercher la bonne formation spécifique selon nos besoins en fonction de la direction dans laquelle on veut aller. Et je rajouterais aussi par rapport à ce que tu as dit tantôt, qui était la méritocratie. Ma femme travaille à la Banque nationale, puis quand tu regardes dans les sphères, les postes les plus élevés, il y a de tout. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de gens qui viennent de l'Ontario, des Québécois aussi. Mais l'idée, c'est de dire que ce qu'ils vont prioriser, c'est vraiment qu'est-ce que tu es en mesure de livrer comme marchandise. Qu'est-ce que tu es en mesure d'apporter à la compagnie. L'école que tu as faite, c'est insignifiant ici. L'une des raisons pour laquelle je suis parti de la France, c'est que j'avais le sentiment que j'avais atteint un plafond de verre parce que je venais d'une école qu'on va appeler un tiers 3 et toutes les promotions étaient offertes à des gens qui étaient dans un tiers 1. Polytechnique, X. Et c'est OK. Mais ça m'emmerdait un peu d'avoir
le même boulot que d'autres personnes, d'être payés moins, simplement parce qu'ils ont fait une école qui était de meilleure qualité. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir, entre autres. Et l'autre raison pour laquelle j'ai pris la décision de partir, et c'est une belle transition, c'est parce que je ne me voyais pas élever des enfants sur le périphérique à Paris. Ici, on a quand même une qualité de vie qui est quand même extraordinaire. On parle du froid, c'est vrai, mais on a 4 saisons. C'est-à-dire on a 3 saisons, c'est-à-dire avant l'hiver, l'hiver et après l'hiver. C'est vrai. J'exagère. Et puis la période des cônes de construction avant et après. Exactement. Ouais. Mais on a quand même 4 belles saisons qui offrent 4 façons de vivre différemment. On vit beaucoup à l'extérieur. Parle-moi un peu de ton expérience en tant que père, en tant que parent qui a eu ses enfants ici et qui... comment ça se passe? Bien. Non, en fait, il y a 2 éléments qui ressortent. Ok, en tant que père, et je vais y revenir, je reviens juste par rapport à ce que tu disais aux saisons. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que les saisons, j'ai pas envie de les subir, j'ai envie de les vivre. Ah, c'est bon. Et donc, pour faire ça, il faut aussi adapter ce qu'on fait dans la vie à la période de l'année. Tu sais, tout à l'heure, je disais, c'est l'automne, on va aux pommes. Et ben pendant le printemps, on va se balader dehors, juste parce qu'avant on était que à l'intérieur. Moi, nous on habite à Verdun, j'adore aller me balader le long du fleuve, surtout quand il y a encore des gros blocs de glace. Tu mets tes bottes de neige, tu vas là-bas, c'est tellement beau. T'as l'impression d'être dans un fjord alors qu'en fait t'es à 15 minutes du centre-ville. Pendant l'hiver, d'aller faire du ski, d'aller faire du ski de fond, d'aller faire de la raquette. Tu peux trouver une paire de raquettes pour 50 pièces. Tu peux aller marcher n'importe où t'as de la poudreuse. Dire on peut pas faire plus facile que ça. Puis d'un point de vue cardio, ça fatigue, hein, c'est dur, tu sues. Essaie de monter sur le Mont-Royal, tu vas t'en rendre compte. Mont-Royal, voilà. Et donc, et puis bon, pendant l'été, après, il y a encore plein d'autres choses à faire, etc. Mais de vivre les saisons et de s'aligner sur ce qu'elles ont à offrir pour pas subir, mais au contraire prendre le dessus parce qu'on arrive à faire des activités extérieures en fonction de ça. Après ça, en tant que père, là où ça connecte, c'est que j'ai des enfants de 3 et 5 ans, ils commencent un petit peu le ski, mais bon, c'est pas encore très stable. Et c'est vrai que ça demande un peu plus de travail que si c'était tout le temps l'été, parce que on le sait tous les deux, le matin pour aller à la garderie, les deux, c'est les bottes, le dessus de neige, le pantalon de neige, le blouson, les gants, le cache-cou, le bonnet. C'est un rituel. Voilà, c'est un rituel. Après, tu commences le deuxième, puis évidemment, le premier, il a déjà perdu ses gants. Hein, donc il y a ça. Donc ça, c'est par rapport à l'habillement, mais moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que le système est quand même pas mal. Et il y a plein de gens, ouais, mais le système de santé, ouais, mais le système éducatif et tout. Moi, franchement, je trouve que ça marche bien. On a inscrit notre fils à l'école. Je veux dire, on a eu 2 formulaires à remplir. Je crois qu'on a payé 45 ou 47 $. Je veux dire, c'est rien. Et puis voilà. Et puis le bus, il passe à côté de la maison. Il prend le bus le matin. Et puis et je trouve que le système marche quand même bien. Et alors après, en tant que père, il y a la partie scolarité pour les enfants, la garderie. Après ça, il y a par exemple, le système de santé, pareil. Alors nous, jusqu'à maintenant, on a eu beaucoup de chance, on en a eu très peu besoin. Ça nous est arrivé 1 fois ou 2 d'aller au privé pour des trucs un petit peu plus rapides. Mais globalement, moi, je trouve que ça marche quand même bien, sachant qu'on n'a pas eu besoin de grosses opérations. Le système de santé, ce qui est difficile, c'est surtout pour ceux qui viennent de la France. Parce que si tu compares le système de santé canadien à celui des États-Unis, on est super bien nantis ici. Quand j'étais aux États-Unis, je jouais dans l'équipe de rugby et en plein match, j'ai eu 2 incidents. Donc j'ai un collègue, un camarade à moi qui a eu une commotion. Il va pour faire un plaquage, dernière ligne, il fait un plaquage, puis il se fait une commotion cérébrale. Et là, il se relève, il titube, il tombe par terre, on le relève, on appelle l'ambulance. Et littéralement, il refuse de monter dans l'ambulance. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, quand tu montes dans une ambulance, c'est comme si tu venais de faire un chèque de 1 500 $. Yeah. Étant étudiant, n'ayant pas une thune, il ne voulait pas payer ce montant-là. Ouais. Mais tu vois tu en arrives à un point à choisir entre ta santé et ton portefeuille. Ouais. J'ai eu un accident pareil dans un autre match. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, je jouais beaucoup au rugby. Je crois que j'étais prop. Non, j'étais première ligne à l'extérieur, puis après, j'ai joué 7. Et j'ai fait un plaquage. Genre, le gars, il a fait une percée. J'étais le dernier défenseur. Je lui ai fait un plaquage. Je me suis déchiré le deltoïde. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas marqué. Donc... OK, tu as sauvé le point. J'ai sauvé le point, d'accord. En fait, j'ai eu un nerf qui s'est déchiré dans l'épaule. Et j'ai fait des traitements pour le réhabiliter. J'avais une bonne couverture, mais à un moment, il y avait des traitements un peu plus advanced que je devais faire. Et je me suis dit, je n'avais pas les moyens de les payer.
Donc, j'ai préféré attendre de rentrer en France pour me faire soigner par la suite. On a la chance en France d'avoir un système de santé qui est extraordinaire. Un peu trop généreux d'ailleurs, je dirais, mais qui est extraordinaire. Qui coûte très cher. Qui coûte très cher. Et c'est pour ça que quand tu viens de la France, c'est difficile d'être heureux avec un système de santé. Mais ce n'est pas parce que celui du Canada n'est pas bon, c'est parce que celui de la France est trop bon. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Puis deuxième point, les urgences, c'est quelque chose qui est quand même un peu pénible. Moi, j'ai déjà vu une amie à moi avec un doigt totalement retourné qui est arrivée aux urgences. Puis aux urgences, c'est un triage. C'est si tu es en train de mourir, on s'occupe de toi. Ouais. Si tu peux survivre avec des antidouleurs, on s'occupe pas de toi. Et si c'est un rhume, parce que le monde va quand même des fois aux urgences pour un rhume, on te regarde même pas. Ouais. Donc, c'est vrai que les temps d'attente peuvent être très élevés, mais en dehors de ça, on est quand même bien entier en Amérique du Nord. Mais oui. Comparé au Canada, aux États-Unis. Ouais. Donc, Puis, on va juste revenir là-dessus, c'est que en tant qu'immigré, on arrive toujours avec un bagage qui nous est propre, quelle que soit notre origine. Ça, c'est sûr. Maintenant, une fois qu'on est ici, on s'habitue à cette espèce de nouvelle réalité. Mais il y a peut-être 3 ou 4 ans, j'étais dans une salle avec une trentaine de personnes, puis il y avait toujours un petit genre... les gens étaient toujours un petit peu en train de se plaindre. Puis à un moment, je me souviens avoir pris la parole en leur disant, mais vous savez, n'oublions pas la chance qu'on a d'être ici, parce qu'on a quand même un système de santé pas mal. On a quand même un système de scolarité pas mal, où tu peux aller de l'âge de 3 ans à l'université pour pas cher. On a des lois sur la propriété. Tu peux être propriétaire de quelque chose et ça t'appartient vraiment. On a freedom of speech. Si, attends, quand même. Bon, tu vois ce que avec la régie du logement. Ouais, attends. C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais bref. Mais on est... on peut aller au milieu de la rue et dire que... fuck le go. Voilà, fuck le go, on va pas se faire arrêter et torturer. Freedom of speech. Il y a tous ces trucs-là et... moi, je trouve qu'on est dans l'un des meilleurs pays au monde. Et moi, j'avais de la famille qui me disait « Ouais, mais non, moi, je trouve que les endroits les mieux, ce serait plutôt les pays nordiques, qui étaient le nord de l'Europe. » Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se dit « Je suis bien content de ne pas être à côté des Russes. » En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Après, il y a la Nouvelle-Zélande et tout ça. C'est vrai, mais c'est très loin. C'est loin. Et puis, c'est quand même beaucoup plus dur d'un point de vue immigration. Et moi, je me dis, quand on y pense vraiment aux États-Unis, on est protégé sur les côtés par les mers. On est protégé au sud par Uncle Sam. On a des ressources, du bois, de l'eau, des femmes. De l'eau, on a le quart des ressources d'eau mondiales. La québécoise, c'est quelque chose. Je veux dire, on a du charbon, de l'uranium, je veux dire... Et de la québécoise. Et donc, on a tellement de chance d'être ici, et tous les petits trucs de la vie que, oui, mais je suis allé aux urgences, j'ai attendu 4 heures parce que j'ai une phalange de cassée. Bah ouais, t'as attendu 4 heures. C'est la vie, c'est pas grave. T'es en plein dedans. Je pense que quand tu prends la décision d'aller vivre ailleurs, tu es conscient que tu vas perdre quelque chose. Moi, ce que j'ai perdu en venant ici, c'est la proximité avec l'Afrique, qui est quelque chose qui m'est cher. Pour la famille. Pour la famille, mais aussi pour les investissements. Dans un autre épisode, j'ai un ami qui me dit, tout le monde dit que l'Afrique, c'est le futur. Non, l'Afrique, c'est le présent. Ça se passe maintenant là-bas. On va en parler tout à l'heure, d'ailleurs, du retour d'où tu viens. Et... ce que j'ai perdu, c'est la proximité avec l'Afrique. Par contre, tu vois, ce que j'ai gagné, c'est tout ce que je fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, les opportunités que j'ai aujourd'hui. Toi et moi, on parle de projets que je pense qu'on n'aurait jamais rêvé de faire d'où est-ce qu'on venait, parce que c'est des gros projets. C'est des gros projets. Puis, on a la chance au Québec d'être dans un pays qui est au Canada, dans quelque chose qui est tout est à construire. Il y a du terrain. J'aime souvent dire, prends une carte sur Google, dézoom, va totalement en l'air et tu vas voir que tout est vert. Tout est à construire. On a une population qui est vieillissante. On a des entreprises qui vont être vendues dans les années à venir où est-ce qu'il n'y a pas de repreneurs. Donc, ça va être des belles affaires à faire. On a des compagnies qui embauchent des employés pour ceux qui veulent être employés et qui n'arrivent pas à trouver des ressources. On est pratiquement en plein emploi, même si on s'en va vers une récession. Je pense qu'il est difficile de venir au Canada et de ne pas avoir du bon temps et de ne pas avoir une belle vie si tu souhaites vraiment l'avoir. Donc oui, tu perds certaines choses, la proximité avec la famille, mais tu gagnes énormément aussi derrière. Moi, aujourd'hui, je regarde où est-ce que j'habite.
Je compare ça à la taille de l'appartement que j'avais en région parisienne. C'est le jour et la Tu peux lumière. pas comparer. Je vois les enfants que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas pu les avoir à Paris parce que j'avais pas envie qu'on vive à 5 dans un 3,5, dans un appartement d'une chambre. Donc c'est beaucoup plus grand, on a des grands espaces, on vit dehors, on vit et on ne subit pas les saisons comme tu l'as dit. Pour moi, c'est là-bas, c'est the place to be. C'est vraiment l'endroit où est-ce qu'il faut être. Est-ce que j'y serai ici toute ma vie? Peut-être pas. J'ai envie de faire des choses là-bas aussi. Non, ça tu sais pas. Mais le message, c'est de dire, si tu as un endroit, profite des avantages de là où tu es et trouve des solutions pour les problèmes. Et puis, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu as eu une vision à long terme. C'est-à-dire que dans la vie, on est toujours obligé de faire des sacrifices. Les choix égale des sacrifices. Les sacrifices égale une grille de valeurs. Comment j'ai envie de valuer certaines choses. Et moi, j'ai des amis qui sont ici, qui me disent « Ouais, mais quand même, l'art de vivre et la bouffe, c'est pas comme en France. » Ouais, c'est vrai. Mais la densité n'est pas non plus la même. C'est vrai. Tu vois, t'as pas 8 voisins dans un rayon de 5 mètres. Tu vois, des trucs comme ça où... Alors oui, la bouffe est pas la même, mais ta maison, elle est 2 fois plus grande. Voilà. Un sujet qui est très chaud, et c'est le cas de le dire, en Europe maintenant, c'est l'énergie. Ouf. Tu sais, j'en parlais encore avec quelqu'un sur un projet où un consultant... On dit ça, on est habillé en pull. Hein. Ouais, bon. Non, mais tu sais, d'un point de vue énergie, ici, on a de l'énergie propre. Je veux dire, au Québec, c'est 95% de l'hydroélectrique. Tant que les rivières coulent, on a du jus pas cher. Et alors, à certains endroits dans le monde, l'hiver prochain va être extrêmement difficile. Nous, ici, on ne se pose même pas la question de se dire est-ce qu'on va chauffer chez nous. On le voit sur la facture. Toi et moi, on a des bâtiments, on voit comment la facture augmente dans nos bâtiments locatifs. Mais on sait aussi que derrière, on va passer à travers. Ouais. Puis on ne parle pas d'une question de vie ou de mort. Moi, j'ai ma belle-mère qui est en France, bien sûr. Et ce qu'elle me disait la dernière fois, c'est qu'à la télévision, maintenant, les politiciens qui viennent parler au journal de 20h, ils viennent en pull. Tu sais comment ça marche. Hein? On commence à te pousser tranquillement le message. C'est de la com. C'est de la com, guys. C'est de la grosse com. En gros, le message, c'est guys, il va faire froid cet hiver. Mettez un pull à la maison. Hein. Allez acheter un pull. Ouais. Tu vois, alors que... Et j'étais à Paris, en même temps que toi d'ailleurs, pendant l'été. On a eu une méga grosse vague de chaleur. Ah, énorme. C'était dur. Ici, j'ai une thermopompe qui me pousse du froid et du chaud. Qu'il fasse 50 degrés dehors, je m'en fous. Je suis à l'intérieur, j'ai la clim qui roule. C'est ça. À Paris, c'était difficile. Super. Donc... Tu as 100% raison. Je ne suis pas sûr que l'Europe est l'endroit où est-ce que tu veux être aujourd'hui. Puis, c'est un vieux continent. C'est un continent qui est hyper mature, qui est passé à travers plusieurs vagues. On a la chance au Canada d'avoir un pays qui est hyper jeune. Hyper jeune. Et comme tu l'as dit, tout est à faire encore ici. Où plein de choses sont à faire. Puis, je veux pas que la conversation soit mal interprétée. Je suis pas là pour rabaisser la France et l'Europe ni rien. C'est absolument pas ça. Ce que j'essaie juste de partager, c'est à quel point moi je suis content d'être ici parce que c'est une terre d'avenir. Exactement, terre d'avenir. Et quand on parle d'avenir, est-ce que tu te vois où? Donc ici, de ce que je comprends. Comment tu gères avec la distance, la famille? On parle d'enfants, les neveux, les nièces. Ça a été dur. Puis là, les 2-3 dernières années qu'on a passées avec très peu de voyages, on n'a pas simplifié les choses. Moi, je suis rentré cet été pour la première fois en France en 3 ans. Et j'ai promis à la famille que là, j'allais essayer de revenir une semaine tous les 4 mois à peu près pour venir les voir et passer du temps avec eux. Bon, la distance, c'est la distance. Ce qu'il y a de bien quand même, c'est que Montréal-Paris, tu peux y aller pour 3 jours, tu peux y aller pour une semaine. Ça se fait quand même très bien. C'est assez facile. Et puis, avec la technologie de nos jours, c'est comme si on se voyait souvent, sauf que ça reste sur un écran et une petite boîte noire sur... c'est pas Zoom, c'est FaceTime ou WhatsApp ou peu importe. Et puis surtout, j'essaie de les faire venir le plus souvent possible, ce qui n'a pas été facile à cause de plein de choses récemment. Mais là, les cousins et même mes sœurs ont envie de venir et je les pousse à essayer de faire ça pendant l'été. Est-ce que tu savais qu'à la même date, un billet d'avion Paris-Montréal coûte moins cher qu'un billet d'avion Montréal-Paris? Bien sûr. Et l'idée, c'est de dire... Les premières années, on faisait beaucoup d'allers-retours. Ma femme, mes enfants, on est quand même 5. Donc, quand tu vas en vacances, c'est un budget. Ce que tu dois savoir, c'est que surtout quand tu vas en Afrique, tu as 3 budgets. Ouais. Tu as le budget pour les billets d'avion. On parle grosso modo d'un 10K, de 10 000. Tu as le budget pour vivre sur place. On parle grosso modo d'un 10 000 parce que forcément, quand on rentre, on vit la life. On va au resto, on sort tout le monde. Puis, tu as un 3e budget que j'appelle le budget cadeau. Ouais, et celui-là, c'est le plus difficile parce que tu as des gens qui te disent « Ouais, ramène-moi un iPhone 14 ». Moi, j'en ai un 12. Ouais. Et tu me demandes un 14. C'est toi qui paye pour ou c'est moi qui paye pour? Parce que... Ou le gars, il te dit « Ouais, peux-tu me ramener un t-shirt Dolce & Gabbana ?» Tu ramènes un t-shirt.
Ah ouais, mais c'est pas celui-là que je voulais. Genre, des fois, je me dis, je comprends pas. Tu sais, c'est un cadeau. Ouais. Puis, je trouve qu'il y a un peu, moi, personnellement, je le vis un peu comme étant une charge, comme un poids. Ah, c'est sûr. Je préfère le faire parce que je suis content de le faire, je suis plaisir, mais il y a un peu une sorte d'obligation non déclarée qui est que tu dois ramener quelque chose aux gens. Et c'est tout un budget, tout un budget. Donc, moi, ma stratégie, c'est de dire 10 000, plus 10 000, plus 10 000, c'est le down payment sur un appartement. Ouais. Je vais acheter un appartement, je vais prendre le cash excédentaire sur l'appartement et je vais acheter un billet d'avion pour qu'eux, ils viennent ici. Pour qu'eux, ils viennent et comme ça, ils seront logés et puis voilà. Exactement. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. C'est sympa de voir ça comme ça. Je sais pas si tes enfants comprennent vraiment parce qu'eux, ils sont plus jeunes, ils ont envie de voir papy et mamie. On le fait une fois. On va le faire, je te dis. Et ça, c'est l'autre challenge. Puis, je l'appellerais pas un challenge, mais c'est une particularité à prendre en compte. En France, on a énormément de vacances. Puis, encore une fois, on veut pas créer un France bashing parce que il y a des choses que j'ai adorées là-bas. Tu en as parlé, la gastronomie. Quand je rentre en vacances en France, je me gave. Ah, mais moi, une des choses que je fais absolument, je fais un pèlerinage à Carrefour. Je sais exactement de quoi tu parles. Leclerc, je vais dans les rayons. Et tu regardes, tu fais waouh. Le petit Justin Bridou, le pasquier, tu sais, les trucs de base, quoi. Et j'adore ça, mais en même temps, ce que je me dis, c'est qu'ici, j'ai peut-être pas accès à ça, mais j'ai accès à plein d'autres choses. J'ai accès aux États-Unis qui sont vraiment pas loin. On peut y aller en voiture. On prendrait la décision là de partir aux États-Unis. On y arriverait avant que la personne qui écoute l'épisode, on serait arrivé avant qu'il finisse l'épisode. Tu vois, c'est parce que c'est à côté. On peut aller dans les îles. On peut aller au Mexique. C'est des choses qu'on fait moins quand on est en Europe. Donc, le message pour moi, c'est de dire, si tu es à un endroit, profite de l'endroit où tu es à de la proximité. Trouve des solutions pour les challenges. Donc, tu sais, le froid, habille-toi bien. Et regarde pas trop ce que tu as perdu. Regarde plutôt ce que tu as gagné. Ce que tu as gagné, exactement. C'est comme ça que je le verrai. Et puis, pour revenir sur la conversation immigration, moi, je sais qu'il y a souvent des gens qui m'ont posé genre « Ah, est-ce que le processus, ça a été dur ?» Et je pense que ce serait important d'en parler. Ouais. Et ici, moi, je trouve que c'est un système qui est très transparent. Ça ne veut pas dire que c'est facile. C'est pas pareil. C'est transparent où, en fait, ça marche avec un système à points. Tu parles les 2 langues, tu as tant de points. Tu as tel niveau d'éducation, tu as tant de points. Tu as des métiers dans telle liste ou telle liste, tu as tant de points. Tu es en bonne santé, tu as des points. Si tu as des enfants entre tel âge et tel âge, tu as des points. Et après, on te dit, si tu n'as pas tant de points, oublie, ça sert à rien. Si tu as entre temps et temps, tu as des chances. Puis après, si tu as au-dessus de temps, on a vraiment envie de toi. Et quelque part, c'est normal qu'il y ait une sélection à la porte. Enfin, ça peut être mal interprété, mais en tant que pays, le pays a une responsabilité envers ses citoyens. Et du coup, il doit y avoir une sélection à l'entrée. C'est normal. Et je te rejoins. Je suis un pur produit de l'immigration. J'ai toujours été un immigrant partout où j'ai été. Et je trouve que si on va encore à nouveau comparer avec ce qu'on connaît, toi et moi, qui est la France, où est-ce que la façon de laisser les gens entrer n'est pas forcément très claire. Et c'est frustrant aussi bien pour ceux qui mériteraient d'entrer, bien sûr, que pour ceux qui ne devraient pas y entrer, parce qu'on a les deux. Mais ici, c'est très clair. Tu sais à quoi t'attendre. Donc, tu veux savoir si tu peux immigrer au Canada, va sur le site du gouvernement, tu calcules tes points, et good to go. Voilà. Et je crois que j'avais regardé une statistique qui disait qu'on était rendu à peu près à 24% de la population canadienne aujourd'hui est issue d'immigration. Et c'est un pays où est-ce qu'ils ont pour objectif d'être 100 millions d'ici 2100. On est actuellement 35 millions. Ça va se faire essentiellement à travers l'immigration. Pourquoi ? Parce que nous, en tant qu'immigrants, on fait plus d'enfants que les locaux. Oui. T'en as 2, j'en ai 3. Si on demande à un Québécois, il y en a peut-être à 0 ou à 1. Il faudrait faire 2,1 enfants par femme pour renouveler la population. On en fait aujourd'hui 1,9. Moi, j'ai jamais trouvé la virgule. tu coupes une jambe. on a un problème de natalité. Ça va passer par l'immigration. Donc, il va y avoir énormément de positions, pas de postes, mais de quotas qui vont être ouverts dans les années à venir. Et je pense que pour toute personne qui a envie peut-être d'essayer quelque chose de différent, qui est conscient du fait qu'il va y avoir des challenges avec la distance, mais qui sait aussi apprécier les opportunités qu'il va y avoir, ça peut être un très beau pays à explorer. Ouais. Donne-nous un peu ton mot de la fin par rapport à où est-ce que tu te vois un peu pour la suite. Comment tu te vois après, là, Axel? Waouh, ça c'est une bonne question. Comment je me vois après ? Déjà, je sais pas ce que c'est maintenant, donc je sais pas vraiment ce que c'est après, mais je sais que moi, à long terme, je suis content d'être ici. Après ça n'empêche pas de voyager, ça n'empêche pas de se dire, même avec des enfants qui sont jeunes,
Est-ce qu'on irait passer peut-être 1 an ou 2 ailleurs? Pourquoi pas? Mais je me dis régulièrement à quel point je suis content et heureux d'être ici et d'avoir eu ma citoyenneté. Je suis passé par le visa étudiant, après ça je suis passé par un deuxième visa étudiant, après ça je suis passé par une résidence permanente, après ça je suis passé par la citoyenneté, puis la citoyenneté tu peux pas la perdre, à moins d'être vraiment très dangereux pour la sécurité nationale, ce qui n'est pas mon cas jusqu'à maintenant. Et donc c'est à vie. Et One day peut-être, non, ça non. Et donc, moi ce que j'essaierais de faire passer à ceux qui pourraient être intéressés, c'est pensez-y bien, vous allez faire... Il y a un sacrifice, il faut que vous sachiez pourquoi vous êtes en train de le faire. Et ici, moi je trouve qu'il y a tout pour être heureux. Et surtout, ça revient aussi à chacun de soi, à identifier de quoi j'ai besoin pour être heureux. Est-ce que ça peut me convenir? Puis après ça, donne-toi-en les moyens, parce qu'on connaît tous des gens qui disent « Ah, j'aurais aimé immigrer à tel endroit », puis 5 ans après, ils sont toujours là. Donc... passe à l'action. Et j'ai des gens qui m'écrivent des fois en me disant comment faire. Allez sur le site du gouvernement du Canada. La procédure est quand même très transparente, elle est connue de tous. Mon message serait de dire qu'on a énormément d'opportunités ici. Ce que je conseille quand même aux gens, c'est si vous êtes vraiment hésitant, venez en vacances. Venez voir à quoi ça ressemble. Venez une fois en hiver, venez une fois en été. Imprégnez-vous un peu de la culture. Il y a quelque chose dans l'air ici. Il y a une vibe qui n'est pas la même quand tu es en région parisienne. Ne serait-ce que de par la densité, par exemple, de population qui est plus faible ici. Venez explorer la ville, mais aussi ce qui est autour. Et les régions, tout ce qui est à l'extérieur, le outdoor. Mais je pense que c'est un beau pays qui mérite d'être visité. Axel, un gros merci. Merci pour ton temps, pour ta générosité. Comme d'habitude... toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Merci Uriel. Si ça peut inspirer des gens, tant mieux. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez appris quelque chose d'intéressant, pensez à vous abonner. Pensez à le partager aussi avec tous ceux qui seraient intéressés à partir dans ce séjour, dans ce parcours. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain épisode. Salut.